Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Focus. Et oui, son principe, vous faire part de l'actualité scientifique et du domaine de la tech, accompagné d'explications sur des sujets qui peuvent paraître obscurs, afin de vous permettre de la comprendre mieux. Vous êtes fan d'actualité, de science ou de technologie, cette chaîne est faite pour vous. Chaque vidéo sera agrémentée d'un dossier dans lequel je vous éclaircirai sur le sujet scientifique, high-tech, voire géopolitique que vous déciderez dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, pour nous soutenir, à mettre un pouce bleu en dessous, à vous abonner et à laisser un commentaire constructif sur ce qui serait à améliorer. Bon visionnage. Triste nouvelle pour l'Antarctique car la fonte des glaces y est de plus en plus présente à cause de la hausse considérable du mercure. Une photo montre ce fait accablant. Peut-on encore douter du réchauffement climatique? Puis nous verrons que le projet Starlink et les ondes basse fréquence de la 5G menacent tous les deux sérieusement la recherche scientifique, comme le déplore le député Cédric Villani. Ensuite, nous ferons un tour du côté des GAFAM, et oui, on parlera aussi de Microsoft, qui n'augure rien de bon, puisque leurs assistants vocaux respectifs se déclencheraient jusqu'à 19 fois par jour inutilement, selon une étude américaine. Et puis une première mondiale, puisque des chercheurs du MIT ont mis au point un antibiotique surpuissant grâce à une intelligence artificielle. Bonne ou inquiétante nouvelle, un sondage s'affichera à la fin de la vidéo. Enfin, nous verrons un poisson des plus singuliers, capable d'arrêter totalement mais temporairement son vieillissement. Ce pourrait être un grand espoir médical. Comme je vous l'avais annoncé, cette vidéo comprendra aussi un dossier. De l'astronomie aujourd'hui à menu, ce dossier nous emmènera du côté de Betelgeuse. La fameuse étoile va-t-elle exploser dans un futur proche? Rien n'est moins incertain aujourd'hui. J'espère que ces actus vous marqueront. C'est parti, générique. L'Antarctique vit aujourd'hui sa période la plus chaude jamais enregistrée. Rendez-vous compte, le 6 février dernier, la température record de 18 degrés a été atteinte sur une côte du continent, suivie par la température de 20,75 degrés une semaine plus tard. Ces températures inédites et inquiétantes ne peuvent être qu'une conséquence désastreuse du réchauffement climatique, d'autant plus que les mois de janvier et de novembre de cet été austral ont eux aussi apporté un climat anormalement doux au continent. La NASA a récemment publié cette photo satellite qui illustre à merveille l'épisode de chaleur du 6 février, une énorme quantité de glace ayant fondu en 9 jours sur l'île d'Eagle Island qui forme la pointe du continent. Les experts estiment qu'au cours de cette vague de chaleur, près de 20% de la neige tombée dans la saison aurait fondu, soit une hauteur de 106 mm, une valeur colossale qui ne présage rien de bon. La fonte des glaces détruit en effet l'habitat de nombreuses espèces, telles que l'éléphant de mer et le manchot au sud, et l'ours polaire et le pingouin au nord, aussi concernés par le réchauffement climatique. Autre conséquence, la montée des eaux, qui provient des glaciers qui, en fondant, la libèrent massivement dans l'océan. Près de 300 millions de personnes dans le monde en seraient des victimes dans 30 ans, dont 1 million de Français, sachant que la France est déjà de plus en plus touchée par les inondations. Le projet Starlink ainsi que la 5G nuiraient dangereusement respectivement à l'observation spatiale et aux prévisions météo selon Cédric Villani. Le député, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en a récemment informé le gouvernement. Mais qu'y a-t-il exactement de si nuisible à la science dans ces deux projets? Le projet Starlink, développé par SpaceX et donc Elon Musk, prévoit de mettre en orbite autour de la Terre des mini-satellites en orbite basse, c'est-à-dire moins de 2000 km, afin de garantir un internet très haut débit dans le monde entier. Le problème est leur altitude. Alors qu'un satellite lambda est en orbite à plus de 35 000 km, un mini-satellite Starlink n'est qu'à 350 km, et ce afin de réduire la latence du réseau. Mais voilà, du fait de sa proximité avec la Terre, il peut être visible et même aussi brillant que l'étoile polaire, l'une des plus lumineuses, peu avant l'aube ou juste après le crépuscule, car ses panneaux photovoltaïques réfléchissent la lumière du soleil. Celle-ci est très dérangeante pour un astronome et peut même gâcher l'observation de phénomènes tels que les pluies de météorites, d'où la réaction de Cédric Villani. Pour sa part, Elon Musk a promis une amélioration des satellites pour les rendre moins réfléchissants, mais rien de concret n'a pour l'instant été fait. Si le projet était mené à son terme, 42 mini-satellites seraient en permanence en orbite autour de la Terre, de quoi sérieusement mettre à mal les astronomes. Autre inquiétude du député, la 5G. Celle-ci nuirait aux prévisions météo. Pour leur relevé météo, les météorologues utilisent des satellites conçus à cet effet. Ces derniers enregistrent la réflexion des ondes électromagnétiques de différents éléments sur Terre qui proviennent du Soleil, leur albédo, et en déduisent s'il s'agit par exemple d'eau ou de roche. L'eau réfléchit les ondes entre 23,6 et 24 GHz. Les antennes 5G,
elles, émettront au minimum 24,25 GHz. Mais alors, où est le problème? Eh bien c'est là qu'entre en jeu l'effet de bord. Une antenne pourra quelquefois, accidentellement, émettre légèrement en dessous de cette valeur. Bon, c'est pas une antenne se trompant de temps en temps qui changera les prévisions météo, mais plutôt les millions d'antennes dans le monde qui pourront interférer avec les ondes réfléchies par l'eau et captées par les satellites, d'autant plus que la 5G nécessite bien plus d'antennes que la 4G. Conséquence, les prévisions océaniques et atmosphériques perdraient jusqu'à 30% de fiabilité et les alertes météo graves, comme pour un cyclone, pourraient être données avec du retard aux populations. À long terme, les interférences pourraient aussi freiner l'observation du réchauffement climatique. On en comprend mieux la réaction de Cédric Villani. Mauvaise nouvelle pour vous si vous êtes l'heureux propriétaire d'une enceinte connectée avec assistant vocal. Des chercheurs de l'université américaine de Northwestern ont démontré que celle-ci pouvait se déclencher d'elle-même si elle croyait entendre la formule pour ça. Ils ont pour cela fait écouter aux enceintes 125 heures de séries télé. Personnellement, j'aurais pas aimé être à leur place, à succès aux États-Unis. Les séries étaient donc en anglais. Et donc l'enceinte se réveillant le plus souvent est l'HomePod d'Apple. Comme par hasard, c'est aussi de loin la plus chère, et ce serait aussi la moins efficace. Qui va jusqu'à confondre les mots sorry et seriously avec Siri, et s'est déclenché 19 fois sur les 125 heures. S'ensuit Cortana sur une enceinte Harman Kardon, qui confond son nom avec Colorado et Coming Up. Puis vient Alexa, qui a pris ce mot, qui veut dire député, pour son nom. Je suis le seul à dans le rapport. Et c'est donc la Google Home Mini qui s'en sort le mieux, car les chercheurs estiment qu'elle ne peut se déclencher qu'une seule fois et demie par jour. Mais au fait, pourquoi ces activations posent-elles problème? Eh bien, lors de l'expérience, on a constaté que les enceintes restaient allumées en moyenne 43 secondes, c'est-à-dire que 43 secondes de bande-son ont été envoyées sur les serveurs des GAFAM. Avec les scandales précédents, cela ne peut rassurer personne de voir son assistant envoyer des conversations privées impromptues, n'est-ce pas? Heureusement, les enceintes connectées ne répètent en moyenne que 8% du temps leurs erreurs, ce qui veut dire qu'elles les comprennent. De plus, l'étude ayant été réalisée en anglais, on peut oser espérer qu'elles s'en sortent mieux dans la langue de Molière. Un cap de plus a été franchi du côté de l'intelligence artificielle, puisque des chercheurs des universités de Harvard et du MIT ont découvert, selon eux, l'antibiotique le plus puissant grâce à son aide. Ils ont baptisé la molécule ainsi découverte Alice 1, en référence à l'ordinateur HAL 9000 dans le film 2001 L'Odyssée de l'espace, lui aussi capable de générer de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi utiliser cette méthode? Eh bien, les techniques traditionnelles sont très longues et très coûteuses, tandis que l'IA se contente de modéliser les molécules et le résultat sans les expérimenter dans la réalité. Ainsi, alors qu'il aurait été quasiment impossible de tester des milliers de molécules en laboratoire, l'IA y est parvenue en quelques heures seulement. Comment s'y est-elle prise? Les chercheurs se sont appuyés sur les algorithmes qui existaient déjà, mais n'avaient abouti à aucun résultat, et se sont servis des techniques de machine learning, c'est-à-dire où l'ordinateur apprend à base d'exemples. Ils ont présenté à l'IA 2500 antibiotiques naturels et artificiels, ainsi que leurs effets sur la bactérie Escherichia coli, une bactérie généralement inoffensive pour l'homme, présente dans l'intestin, qu'ils ont prise comme base. Puis ils lui ont présenté 6000 molécules dont ils ont estimé qu'elles pouvaient avoir une utilité médicamenteuse, et lui ont demandé d'en choisir une capable de tuer des bactéries, tout en ayant la structure la plus éloignée possible des antibiotiques existants. L'IA leur a donné comme réponse un traitement testé contre le diabète, mais qui n'avait pas donné de bons résultats. À sa conception, personne n'avait eu l'idée de l'utiliser comme antibiotique. Les chercheurs lui ont testé contre Escherichia coli, la molécule fonctionnait. Ils lui ont alors soumis d'autres bactéries résistantes aux antibiotiques, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii et même Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. Seul Pseudomonas aeruginosa a survécu. Les chercheurs ont estimé que les bactéries ne pourront pas développer de résistance, car il est très difficile pour une bactérie de muter pour résister à la perturbation de sa membrane cellulaire entraînée par la lysine, qui empêche ainsi aux bactéries de stocker de l'énergie. Les scientifiques espèrent maintenant utiliser l'algorithme pour cibler un antibiotique sur une bactérie en particulier, afin d'éviter les dommages collatéraux sur les bactéries utiles et pour développer des molécules de zéro. La lysine n'a d'ailleurs pas été la seule molécule à être fournie par l'IA, puisque 23 autres antibiotiques potentiels inconnus ont été donnés, dont au moins 2 seraient aussi efficaces. Alors, cette nouvelle vous semble-t-elle bonne, excellente, porteuse d'espoir, ou au contraire inquiétante sur l'avenir des antibiotiques ou des IA? Partagez votre avis sur notre sondage.
Voici Notobrancus furzeri ou kili turquoise, un poisson vivant dans les lacs du Zimbabwe et du Mozambique. Les sécheresses y sont fréquentes, les lacs pouvant même s'évaporer. C'est pourquoi, au stade embryonnaire, le poisson est capable d'arrêter son vieillissement. En effet, lorsque les conditions sont défavorables au développement de l'œuf, celui-ci va se mettre à produire une protéine nommée CBX7 qui va mettre son corps en diapause, c'est-à-dire en arrêt de développement, et ce pendant plusieurs années s'il le faut, une durée supérieure à l'espérance de vie totale du poisson, qui est de 4 à 10 mois. À la fin de la diapause, celle-ci n'aura eu aucune répercussion sur son cycle de vie, et les gènes se produisent ces réactions sont aussi présents chez l'homme, ce qui est très encourageant. D'un diamètre équivalent à l'orbite de Jupiter, soit 1000 fois celui du Soleil, ce qui en fait l'une des plus volumineuses étoiles connues, à 640 années-lumière de nous et d'un rayonnement 100 000 fois plus important que celui du Soleil, telle est l'étoile Bételgeuse. Il s'agit d'une étoile visible dans la constellation d'Orion, formant l'épaule du héros grec, de type supergéante rouge. Faisons un tour dans la vie d'une étoile pour comprendre ce dont il s'agit. Toutes les étoiles se sont formées dans les nébuleuses, d'immenses nuages de poussière et de gaz, en particulier l'hydrogène. Voici par exemple la nébuleuse de l'Aigle. Et voici celle d'Orion. Il s'agit de spectacles magnifiques, n'est-ce pas? Mais revenons aux étoiles. Du fait de la gravité, les molécules d'hydrogène se rapprochent et se collent en amas, au centre desquels la pression augmente avec la masse et la chaleur en conséquence. Les amas, au fil de leur croissance, attirent de plus en plus d'hydrogène car leur masse augmente. Lorsque la température atteint 100 millions de degrés, l'étoile naît en émettant sa première lumière et son rayonnement, qui sont des résidus de la fusion de 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Mais attention, elle n'a pas encore atteint sa taille définitive et reste très instable. En effet, l'énergie produite par la fusion génère une force d'expansion de l'étoile qui prend subitement beaucoup plus de place. Mais ce faisant, les molécules fusionnant étant plus éloignées, la force qu'elles génèrent est donc moins importante et la gravité reprend le dessus. Elle rapproche de nouveau les molécules d'hydrogène et ainsi de suite jusqu'au moment où l'étoile trouve le juste équilibre entre les deux forces. Et que se passe-t-il lorsque tout l'hydrogène a fusionné? Eh bien, l'étoile n'étant plus retenue par la fusion, s'effondre sur elle-même. Elle génère alors une pression et une température si forte que c'est l'hélium qui va se fusionner. 3 atomes d'hélium donnant naissance à un atome de carbone. L'étoile, quant à elle, devient une géante ou supergéante rouge en fonction de sa taille. C'est le cas de Bételgeuse. Plus une étoile est massive et plus sa durée de vie est courte, car elle fusionnera plus rapidement ses composants. C'est ainsi que les chercheurs pensent qu'il reste moins de 100 000 ans à Bételgeuse. Mais voilà que depuis quelques mois, les astronomes observent une perte importante de luminosité de l'étoile. On sait que celle-ci varie selon des cycles de 430 jours, mais récemment, des luminosités inédites ont été enregistrées, faisant perdre à l'étoile 10 places dans le classement des astres les plus lumineux. Alors, l'étoile serait-elle en train de mourir avant d'exploser? Ce serait un spectacle magnifique depuis la Terre. Une supernova se formerait. Plus précisément, la fusion se poursuivrait dans la supergéante rouge. Le néon, l'oxygène, le silicium puis le fer se forment. Alors, un noyau de fer apparaît au centre car l'étoile s'effondre à nouveau sur elle-même. Les autres constituants, attirés par gravité, vont se coller au noyau, mais trop denses, ils vont rebondir, provoquant l'explosion de l'étoile en supernova. Il ne reste au centre qu'une petite étoile extrêmement dense, une étoile à neutrons. Quand je dis petite, je parle d'une étoile de 15 à 20 km, la taille de Paris. Les restes, eux, serviront à former de nouvelles planètes. Mais rien n'indique que Bételgeuse a ne serait-ce que passé la fusion du carbone. Il semblerait que ce soit simplement un cycle particulièrement marqué pour l'étoile, qui n'est donc pas près d'exploser. De plus, ce 19 février, sa luminosité est repartie à la hausse. Tout reviendra donc à la normale, même si le phénomène reste encore à élucider. Voilà pour ce dossier, j'espère que vous avez appris des choses, tout comme moi en le réalisant. Avant de poursuivre avec les actus, n'oubliez pas de laisser en commentaire le sujet que vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Il pourrait être du domaine de la médecine, de la physique, de la biologie, de la chimie, de la tech, ou pourquoi pas de la géopolitique. Nous utiliserons le commentaire le plus populaire. Votre avis compte beaucoup, alors dès maintenant, rendez-vous dans l'espace commentaire.
Voilà pour cette toute première vidéo, nous espérons que vous avez appris des choses avec ces 5 actualités et le dossier. Le format vous plaît-il? La vidéo était-elle trop courte ou trop longue? Ou bien la bonne longueur? Quelle actu vous a paru la plus importante? Qu'est-ce qui serait amélioré? Dites-nous tout ça, l'espace commentaire est fait pour.